Alors, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, ça me permet d'enchaîner avec la présentation suivante, puisque Véronique Normier-Caloun, qui est donc infirmière anesthésiste et ergonome, membre fondatrice du groupe Facteurs Humains en Santé, va aborder la thématique des risques liés à l'automatisation en anesthésie-réanimation, puisqu'on pourrait tout à fait imaginer l'automatisation comme un processus sécuritaire qui nous permet justement de mettre des barrières, mais il n'est pas sans risque. Et donc, Véronique, je te passe la parole, je te remercie d'être avec nous. Bonjour, merci Julien. Donc comme Régis, j'ai une double casquette puisque avant d'être infirmière, puis infirmière anesthésiste, j'étais ergonome dans un laboratoire universitaire et je travaillais essentiellement dans le développement des cockpits d'avion. L'idée étant de comment organiser le temps de travail des pilotes de façon optimale et comment présenter les outils d'automatisation pour qu'ils aient des informations faciles à utiliser, améliorer la sécurité des vols. Quand j'étais donc ergonome dans l'aéronautique, on m'a appris que l'automatisation des cockpits permettait d'améliorer la performance des équipages, augmenter la sécurité et diminuer leur charge de travail, mais que néanmoins, on savait que ceci entraînait des nouvelles problématiques qui étaient en particulier une perte de ce qu'on appelle la conscience de la situation, qui est un concept tel qu'il a été développé par Madame Mika Hensley, qui est un processus en 3 niveaux et qui décrit comment, à partir des éléments que l'on perçoit dans l'environnement, on peut comprendre la situation qui nous entoure et faire un exercice d'anticipation sur l'évolution de la situation. Et donc on comprend bien qu'effectivement, quand on est dans un environnement où ce sont des automates qui prennent le relais, en particulier d'éléments de surveillance comme ce que font les pilotes de ligne, finalement ça va modifier notre façon de percevoir l'environnement. Et on a des accidents qui ont été vraiment documentés, identifiés. Vous en avez plusieurs sur le site du BEA, du Bureau Enquête Accident, qui sont accessibles pour tout le monde. Par exemple, l'accident d'Uberlingen en 2002, on sait qu'il y a une implication forte de la perte de conscience de situation de l'équipage. Et le Rio-Paris, qui a été particulièrement dramatique et meurtrier, en 2009, on sait que les équipages qui n'avaient plus notion de l'altitude correcte de l'avion ont eu un retard quand ils ont dû reprendre le contrôle manuel et l'automate est directement impliqué dans cet accident. Alors, quand je suis devenue infirmière anesthésiste, j'ai appris qu'il existait des systèmes automatiques sur les ventilateurs. Donc, on a l'autoflow, on a l'aide. Il y a des surveillances automatiques des paramètres vitaux qui existent. Je sais qu'il existe, même si je ne l'ai jamais expérimenté, en ventilation pédiatrique, en néonate, des boucles en fait, qui adaptent directement la fraction inspirée d'oxygène en fonction du volume et de la capnie des patients. Et quand j'étais en formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer la boucle d'hypnotique telle qu'elle a été développée à l'hôpital Foch, qui permet de faire dormir un patient avec un propofol rémifentanil. Et c'est la boucle fermée qui prend en charge le réglage de l'évoque en fonction du BIS, qui finalement prend le relais sur le travail de l'infirmier anesthésiste ou du médecin anesthésiste en péropératoire. Et on voit bien, comme c'est détaillé sur ce schéma, que finalement, mon petit personnage avec son calot, là, il est en dehors de la boucle de régulation et il est relégué à un rôle de surveillance puisqu'il n'est plus impliqué dans le réglage de l'automate. Et ça m'avait beaucoup frappé, ça m'avait rappelé ce que j'avais vu en aéronautique. Donc j'ai eu l'occasion de faire une étude pendant mon travail de mémoire d'anesthésie. Donc, ce que je vous présente relève un peu de la littérature grise parce que c'est ce qui se passe quand on soutient nos mémoires qui ne sont pas forcément toujours publiées, même si on l'avait présenté en congrès. Donc, on avait fait une étude randomisée en 2017 avec 2 groupes en simulation. Un groupe d'IAD et d'anesthésistes qui réalisaient une induction avec un évoque et un BIS classique, et un deuxième groupe qui réalisait l'induction avec une boucle fermée et un BIS. L'autre critère de jugement était la mesure de la conscience de la situation, alors avec une auto-évaluation avec une échelle qui s'appelle SART, telle qu'elle a été développée par Madame Hensley, et la méthode Sagat, qui est une mesure objective de la conscience de la situation, qui consiste à arrêter la tâche et poser des questions spécifiques au sujet pour identifier la conscience qu'ils ont justement, qu'est-ce qu'ils perçoivent et comment est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ce qui était intéressant, c'était que le groupe qui utilisait la boucle fermée, ils nous ont répondu avec des façons moins précises de la dose de propofol que recevaient les patients.
Ok, bon, est-ce que c'est finalement essentiel de savoir avec combien dort notre patient, puisque c'est un peu QSP dort, l'objectif. Mais ce qui était quand même un peu plus alertant, c'était que finalement, si on les arrêtait un peu à n'importe quel moment dans la situation, ils n'étaient pas capables de nous dire comme ça au débeauté quel était le chiffre du BIS, qui est notre indicateur de l'hypnose. Donc ça veut dire qu'ils avaient probablement moins conscience que ceux qui utilisaient l'administration manuelle de la profondeur de l'hypnose du patient. Donc évidemment, nous, on leur faisait un petit événement qui était une hypotension tout à fait classique à l'induction, et ça avait des conséquences sur le retard de la prise en charge. On avait essayé de faire une corrélation entre l'auto-évaluation objective et subjective de la conscience de la situation. Alors on avait observé des tendances, mais qui malheureusement n'étaient pas significatives, mais qui se reflétaient dans le verbatim, qui était que les IAD n'avaient visiblement pas conscience de la modification que ça avait sur leur représentation. Et finalement, c'est probablement ça qui est potentiellement dangereux quand on utilise un automate. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet out of the loop, c'est-à-dire qu'en déléguant la surveillance à l'automate, avec une surconfiance dans un système qui est fiable, parce que le système fonctionne, on ne se rend pas compte que ça a un impact sur notre conscience de la situation. Et en fait, le vrai sujet quand on utilise les automates, c'est est-ce qu'on serait capable de suppléer à une défaillance du système automatique si elle arrive. Et malheureusement, on est obligé de considérer que les systèmes peuvent planter de temps en temps. C'est ce qui s'est passé en 2009 sur le Rio-Paris, où leur système de surveillance d'altitude avec les bus extérieurs, qui est extrêmement fiable, malheureusement a gelé. Ce n'était pas quelque chose qui avait été envisagé. Il y a eu une déconnexion du pilote automatique. Ils ont dû revenir très rapidement dans le contrôle de l'appareil. Ils n'ont pas pu faire d'action correctrice à temps, car ils étaient probablement pas suffisamment entraînés à revenir rapidement dans ce système qui était délégué à l'automate. Je cite juste en fin de présentation Monsieur René M. Alberti, qui était mon maître à l'université, qui dit que l'automatisation d'une partie d'un travail, c'est pas simplement le fait de rajouter un outil. Cela impacte profondément le travail, son organisation, le rapport à l'expertise et toute la profession. Ceci est valable pour les compagnies et les pilotes, comme on l'a déjà vu, et probablement aussi pour nous, en hôpital et en anesthésie. Merci. Merci beaucoup Véronique. Effectivement, il y a des points qui peuvent être effrayants. On parle aujourd'hui beaucoup, dans d'autres domaines que la médecine, de l'impact de l'intelligence artificielle et de son développement. Si on reste dans notre domaine, à nous, de l'anesthésie-réanimation, comment est-ce qu'on peut prévenir ces risques liés à l'automatisation à notre échelle ? Alors effectivement, en ce moment, c'est une question qui revient beaucoup parce que c'est sûr qu'il y a une espèce de surreprésentation en ce moment de toutes les questions autour de l'intelligence artificielle. Je pense que la première question à se poser quand on envisage de mettre des automates dans un système quel qu'il soit, en tant qu'ergonome, c'est déjà, il faut se poser la question de quel est le besoin, à quoi ça sert. C'est vrai qu'on est dans une société qui est très technocentrée, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut. Finalement, en quoi ça nous aide d'automatiser certaines tâches. Donc là, l'apport de l'ergonome et de l'analyse du travail est essentiel. Ensuite, quand on développe les automates, idéalement, au moment où les ingénieurs développent les interfaces, il faudrait l'intervention de psychologues et d'ergonomes pour pouvoir présenter des informations qui ne fassent pas diminuer la vigilance de façon trop importante. Mais nous, quand les automates arrivent dans nos blocs opératoires, finalement, ça, on ne le maîtrise pas. Il y a des techniques où il faudrait s'entraîner de façon régulière quand on a des nouveaux appareils. Alors, je rappelle que les recommandations qu'a cité Régis tout à l'heure, justement, qui ont été publiées par la SFAR en 2022 et le groupe Facteurs Humains en Santé, rappellent que quand des nouveaux appareils arrivent dans un bloc opératoire, il est indispensable d'entraîner toute l'équipe, voire de faire de la simulation pour s'exercer. On peut entraîner les gens à faire ce qu'on appelle un peu du point and calling, c'est-à-dire pointer les informations de l'automate et se les citer à haute voix pour faire un petit peu d'implémentation mentale. Donc typiquement de dire le bis est à 50, ok, et faire un petit tour comme ça. C'est exactement ce qui se passe par exemple quand on a un régulateur de vitesse sur sa voiture. Ça ne nous affranchit pas de temps en temps de vérifier qu'on est quand même toujours à 120 km/h sur cette autoroute. Je me permets de revenir vers Régis qui a aussi la casquette de pilote. Dans l'aviation, même si tout n'est pas transposable, vous utilisez cette façon de faire en pointant des éléments sur les écrans, les moniteurs? Oui, absolument. Le pointing and calling, en fait, ça a été développé surtout par les transporteurs ferroviaires au Japon. C'est Shija Kanko, exactement, qui veut dire montrer et nommer. Et il y a des vidéos qui tournent régulièrement, enfin qu'on peut trouver facilement sur YouTube, qui montrent que les conducteurs de train ou de métro au Japon, quand il s'arrête, quand il repart, il est tout seul dans son
cockpit, j'allais dire, il pointe du doigt, la caméra, les portes sont fermées, j'ai le feu vert, et il le dit à haute voix, alors qu'il est tout seul. Voilà. Donc on peut faire du travail d'équipe, de la vérification croisée, mais aussi de l'auto-vérification croisée. Et c'est un très très bon moyen. Nous, on utilise par exemple, on a l'habitude chez nous d'utiliser ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire une boucle systématique qui fait qu'après intubation ou mise en place du masque laryngé, à haute voix, c'est tension artérielle correcte, la saturation correcte, le CO2, on a les courbes correctes, et j'ai réglé soit l'halogéné, soit l'évoque. Et lorsque j'ai ces 4 points que je dis à haute voix et que je montre qui sont bons, je sais que dans les 10 minutes qui suivent, il ne va rien se passer de majeur. Voilà, donc ça, c'est quelque chose et que l'on fait aussi, bien sûr, dans l'aéronautique. Ces flots montrés ou la vérification croisée avec des éléments. Je prends un exemple, on sort une checklist après un incident majeur. On va pointer du doigt le numéro de la référence de la checklist à notre copilote qui va confirmer, mais bien en montrant du doigt. Donc le pointing and calling, c'est quelque chose que l'on pratique régulièrement. Ouais. D'accord, merci. Tu nous as parlé, Véronique, de la conscience situationnelle. Donc si j'ai bien compris, c'est cette compétence, cette capacité à percevoir dans un environnement donné les signaux, à les comprendre. Oui. Et ensuite à anticiper pour un événement ou une décision à prendre. Exactement. Si on veut s'intéresser à cette conscience de la situation, tu nous as parlé aussi de certains outils pour essayer de la mesurer ou l'évaluer, comme d'interrompre une session et de poser des questions. Ça, on peut le faire en simulation, en enseignement. Oui. Mais dans la vie réelle et quotidienne, comment est-ce qu'on peut mesurer le niveau de conscience situationnelle ? C'est-à-dire mesurer moi, au quotidien, dans mon bloc opératoire, je ne sais pas si jamais j'ai un niveau de conscience situationnelle satisfaisant. Comment est-ce que je peux me rendre compte, par exemple, que ma conscience de la situation est en train de diminuer ? Est-ce qu'il y a des alertes, des signes indirects ? Alors justement, le principe, c'est que quand on commence à perdre un peu cette qualité de conscience de la situation, c'est un peu comme quand on est fatigué et qu'on ne s'en rend pas compte. Le danger, c'est qu'on sous-évalue beaucoup, de façon personnelle, cette perte qu'on a quand on est là-dedans. Par contre, les outils qui sont très puissants, qui nous permettent de faire remonter ce niveau de conscience de la situation, c'est déjà tout ce que Régis a décrit, de dénoncer à voix haute, de refaire des tours d'observation, et surtout c'est l'équipe. En fait, ce qui est important, c'est la conscience de la situation partagée, parce que nous, on a un travail où, en fait, toi et moi, on travaille ensemble, avec le chirurgien, avec l'IBOD, avec l'infirmière du réveil éventuellement, et c'est justement d'évoquer à voix haute, avec toute l'équipe, en faisant des petits points réguliers, pour que chacun puisse remettre à plat l'intégralité de ce qu'il perçoit. Parce qu'on sait que les erreurs qui sont liées à la conscience de la situation, très majoritairement, en fait, c'est des erreurs de perception. C'est pas qu'on a mal interprété ce qu'on a vu, c'est que finalement, on ne l'a ni vu ni entendu. Donc, ce qui récupère ceci, c'est l'équipe, finalement. D'accord. Ouais, donc, on en revient à ce qu'on disait au départ, l'importance de l'équipe, que ce soit pour la qualité de vie au travail, la performance en situation aiguë, la gestion de certains événements graves et cette conscience situationnelle qu'on essaie autant que possible de rendre collective. Exactement. Bon. Alors, merci beaucoup, c'est passionnant.